Merci, Madame la Présidente. Je voulais remercier aussi ma collègue Christelle Cosselin qui m'a aidé à préparer ces remarques. D'abord, qu'est-ce que c'est cet Himalaya du premier amendement dont on parle beaucoup? Chaque pays est façonné par son histoire. Chez nous, bon, d'abord, les Américains ont fui des persécutions religieuses, donc il y a la liberté de religion qui est fortement ancrée. Ensuite, on a vécu des années un petit peu noires de McCarthyisme dans les années 40, avec des lois qui réprimaient tout propos qui encourageait le communisme, etc. Donc la Cour suprême a réagi. Ensuite, on a eu le Civil Rights Movement avec Martin Luther King. On a eu des lois dans les États du Sud qui réprimaient ou pistaient les gens qui appartenaient à des mouvements de droits civiques. Et donc la Cour suprême a encore réagi pour affirmer pour bâtir le premier amendement. On a eu la guerre de Vietnam avec beaucoup d'affaires qui sont montées jusqu'à la Cour suprême. Le fameux de la fac de droit classique, c'est celui qui porte sur sa jaquette le sigle Fuck the Draft et se balade dans le centre-ville, dans le courthouse, dans le tribunal, et il a été condamné. Et la Cour suprême donc a rendu une décision encore renforçant le premier amendement. Donc ce contexte d'histoire fait en sorte à ce qu'aujourd'hui, on a aux États-Unis une doctrine qui dit qu'il faut accepter le bon et le mauvais. C'est-à-dire, si on est très, très strict par rapport à les mauvais, il faut également, ou le bon, il faut également permettre le mauvais. Donc, la règle aujourd'hui, c'est que, afin d'être récriminé, il faut que des propos soient vraiment menaçantes, qui menacent de manière imminente une action illégale, et que toute restriction par l'État, et ça c'est important, hein, le premier amendement touche des restrictions d'un État ou d'une ville, ou une ordonnance, etc. Toute restriction par l'État sur les propos qui finalement, où le critère c'est le contenu ou le point de vue exprimé, ça c'est très important. Toute restriction qui est fondée sur le point de vue est illégale au titre du premier amendement. Maintenant, toute restriction qui se cantonne à dire où et quand, time, manner de parler, c'est-à-dire vous pouvez faire une manifestation uniquement entre 9 heures du matin et midi à certains quartiers, etc. S'ils sont bien justifiés, ces restrictions tiennent. Mais si c'est pour dire vous ne pouvez pas avoir des manifestations néo-nazis, ça c'est illégal parce que ça identifie un point de vue. Donc ça c'est le b.a.-ba du premier amendement. Le premier amendement s'applique différemment selon le média. Donc, aux États-Unis comme en France, la régulation audiovisuelle admet des dérogations. Donc, on a des doctrines et des règles qui sont plus prescriptives pour l'audiovisuel parce que c'est plus invasif comme médium. C'est également, ça utilise le spectre, même si c'est moins vrai aujourd'hui. Alors que l'Internet, et il y a une décision très importante de ACLU contre Reno, dès les années 90, tout comme le Conseil constitutionnel en France, on a reconnu que l'Internet était un emplacement qui est plus proche de la presse écrite et que la régulation audiovisuelle ne pouvait pas s'y appliquer parce que ce n'est pas du tout la même démarche, il n'y a pas la même nature invasive. Donc l'Internet est accordé le niveau le plus élevé de protection au niveau du premier amendement. L'anonymat est protégé en termes de mesures a priori. Vous ne pouvez pas ordonner à ce que les gens soient obligés de s'identifier a priori. En revanche, ex post, s'il y a une violation, si un procureur ou un partie civile demande au juge de lever l'anonymat, le juge va le faire. Même s'il crie c'est protégé par le premier amendement, généralement, ça ne marche pas devant les tribunaux.
Voilà, donc ça c'est en 30 secondes le premier amendement. Maintenant, l'exécution des décisions étrangères. On n'a pas de convention internationale avec la France ou l'Union européenne pour l'exécution des décisions de justice. Il y en a pour les décisions d'arbitrage. Et donc chaque État, chaque tribunal s'appuie sur soit la loi de l'État, soit le common law. Et néanmoins, il y a des règles qu'on retrouve partout. D'abord, un tribunal va se poser la question, est-ce que la procédure étrangère était contradictoire? Ça, c'est le b.a.-ba. On vérifie si effectivement il y avait le contradictoire était respecté. Si c'était le cas, on passe à la question suivante. Est-ce que cette décision est répugnante par rapport à l'ordre public américain? Et j'utilise le terme répugnant parce que le terme anglais, c'est repugnant to public policy. Donc, c'est un niveau très élevé. Hein. Donc, il y a de nombreux exemples où des décisions étrangères sont exécutées, même si la décision ne pourrait pas être rendue par un juge américain. Donc, ça nous conduit à la décision Google, qui est emblématique à ce sujet. Et parfois, on simplifie trop la décision Yahoo. C'est la décision Yahoo qui était emblématique. Yahoo, vous connaissez l'histoire, évidemment, de la décision française. Il est important de noter que la LICRA n'a pas demandé l'exéquatur aux États-Unis. C'est Yahoo qui est allé aux États-Unis pour demander au juge local au secours, j'ai un jugement français qui est très très méchant. Faites une déclaration que ce jugement n'est pas opposable à moi. Donc la Cour de première instance a donné raison à Yahoo, mais sur l'appel, c'était une toute autre histoire. D'abord, la Cour d'appel a dit vous savez, Yahoo, on n'aime pas trop faire des grandes déclarations. Nous, on est là pour juger un litige précis. Et non pas pour faire le droit. Et d'après ce qu'on a vu, Yahoo a exécuté le jugement français à l'époque, ou au moins il y a un sujet ouvert à ce sujet. Donc, pourquoi vous êtes là? D'ailleurs, on n'a pas demandé l'exéquatur, donc il y a une question de procédure sur la recevabilité de l'action. Et puis sur le fond, le cour d'appel était beaucoup plus nuancé que le tribunal de première instance. Ils ont dit, et d'ailleurs, je ne me prononce pas sur le fond, mais je me permets de faire la remarque suivante. Je constate que la décision de justice française interdisait l'accès par les citoyens français aux dits contenus. Donc, a priori, je ne vois pas comment les Américains seraient affectés. Et donc, ce n'est pas du tout établi que cette décision serait répugnante par rapport à l'ordre public américain. Donc, finalement, ils ont dit, on ne va pas décider pour des raisons de procédure, mais pourquoi pas, exactement. Donc, cet Himalaya n'est pas aussi infranchissable qu'on pense à première vue avec la décision Yahoo. Vous connaissez la suite, il y avait des décisions ARG, où finalement on a tiré des leçons de la complication de demander l'exéquatur et le juge, dès le début, a ordonné aux FAI français de prendre des mesures dès lors que les hébergeurs étaient notifiés qu'ils ne sont pas manifestés. Les hébergeurs étaient aux États-Unis, mais ils ont fait le mort. Il y a l'affaire Twitter que mon confrère va exposer tout à l'heure. Mais je voulais surtout dire qu'on n'est pas uniquement dans le domaine de la haine raciale. Ces affaires d'exéquatur, évidemment, concernent la diffamation. La loi anglaise sur la diffamation est plus permetteuse et plus libre que la loi américaine. Et donc, il s'est développé des cas où des plaignants sont allés en Angleterre pour attaquer des journalistes américains. Et on appelle ça libel tourism, le tourisme de diffamation. Donc, on choisit le tribunal et ensuite on essaie d'exécuter.
les tribunaux américains ont dit non, c'est quand même, là vous visez des journalistes américains protégés par le premier amendement, donc ils ont dit stop. Et encore plus, le législateur américain est intervenu et en 2010, le président Obama a signé une loi qui interdit l'exéquatur de décisions étrangères en matière de diffamation dès lors que les propos sont tenus par les Américains et qu'ils sont protégés par le premier amendement. Donc vous voyez que le législateur, dans certains cas, intervient de manière affirmative pour interdire l'exéquatur dans certains cas. Alors juste pour terminer, je voudrais donc évoquer le droit à l'oubli. C'est un nouveau droit qui est très à la mode parce qu'on en discute pour le règlement européen sur les données personnelles. Les États-Unis reconnaissent un droit à l'oubli dans des matières très spécifiques d'anciennes faillites personnelles, etc. Mais grosso modo, l'idée qu'on puisse expurger de Google ou de toute autre plateforme un article de presse ancien serait répugnant peut-être par rapport à la liberté d'expression américaine. Et donc on peut se poser la question, demain, il y a un cas devant la Cour de justice européenne où il y a des articles de presse en Espagne et on demande à Google d'enlever les références. La Cour de justice est en train de réfléchir à la question. Mais imaginons qu'il y a une ordonnance qui ordonne à Google d'éliminer ces articles de presse. On a la même question. Est-ce que la norme espagnole va finalement s'imposer dans le monde entier? Ou est-ce qu'au contraire, chacun va avoir sa mémoire numérique différente selon le territoire? C'est une question un peu bizarre, c'est-à-dire pourquoi ma mémoire ou mon profil numérique serait différent aux États-Unis qu'en France, mais je pense qu'on va aboutir à ce résultat. Ce qui me conduit pour conclure Lawrence Lessig a écrit un très bon article sur le zoning, c'est-à-dire le zoning des propos sur l'Internet. Il a prévu que les acteurs allaient se débrouiller et finalement mettre dans leur plateforme des réponses techniques. Carol Gay va en parler pour finalement créer des territoires sur le plan technique. Il y a un autre auteur, Jeffrey Rosen, un spécialiste du premier amendement, qui a écrit un bon article qui s'appelle The Delete Squad, où il décrit finalement la politique des grandes plateformes, les conditions générales d'utilisation et aussi la manière de les appliquer. Et comme c'est compliqué, à savoir d'abord les plateformes essaient d'anticiper ou de réfléchir aux règles de fond, à savoir certains propos en France sont illégaux, en Turquie c'est quelque chose d'autre, donc il faut réfléchir aux règles de fond. Ensuite, il faut ériger des règles de conflit de loi à l'intérieur, dire bon, est-ce qu'on va couper ce contenu-là si la personne qui les publie est américain versus un contenu franco-français, je dirais. Et donc les plateformes ont finalement réfléchi à la jurisprudence, réfléchi à la complexité, et on se rend compte qu'ils mettent en œuvre des solutions internes, une norme contractuelle et interne de pratique qui essaie tant bien que mal de répliquer ce qui serait le cas dans les cas de jurisprudence. Et donc on voit que cette norme privée supplée finalement et vient au secours de certaines des complications. Il en reste plein de complications dans la vraie vie, mais certaines des complications sont traitées par ces normes qui sont réfléchies à l'intérieur des plateformes. Merci beaucoup.